Bonjour à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN pour un rapport de tournoi. Ça faisait longtemps, puisque avec la Covid, les tournois se passaient sur UB, j'en ai fait quelques-uns, mais je n'ai pas fait de rapport, contrairement à mes collègues youtubeurs. Et on est parti pour l'Asgard Summer Bash 2020, qui va se dérouler à Rouen. Donc c'est un tournoi solo, ça a eu lieu le 5 et le 6 septembre 2020. On était donc dans la boutique d'Asgard à Rouen. Il y a eu 5 parties, 4500 points pour le format, nous étions 18. La boutique d'habitude peut accueillir un peu plus de joueurs, mais pour des raisons sanitaires, l'organisateur a préféré diminuer ce nombre, mais 18 c'était quand même très bien. Son fonctionnement, ses spécificités, donc on avait le défi Triskel, donc pour rappel le défi Triskel, la première ronde est désignée au hasard, ou par défi à le Warfo ou d'autres plateformes du même style, et ensuite il y a un classement qui est effectué par du bas évidemment, on part du dernier, et il peut défier jusqu'à 4 personnes au-dessus de lui, il ne peut pas défier quelqu'un qu'il a déjà affronté évidemment. Donc ça vous permet de choisir le joueur, le cas échéant, même si normalement ça devrait pas trop rentrer en compte, mais c'est surtout que ça vous permet de choisir l'armée que vous affrontez, la liste que vous affrontez, donc ça donne un petit avantage, on va dire, à ceux qui sont en dessous. Les Esclanders et les Macars sont autorisés, toujours pas les cultistes. Les scénarios sont prédéterminés, on sait déjà à telle ronde on jouera tous le même scénario, et on sait lequel. Les déploiements seront selon les tables, celles qui sont données par le 9e âge, les tableaux officiels. Il y aura un prix de peinture décerné en fin de tournoi. Donc ma liste, je vous en ai un petit peu parlé, enfin pas vraiment parlé, mais j'en ai déjà dans la vidéo d'introduction de la Ligue. Je suis parti, depuis quelques mois maintenant, à tester une liste de distance avec les ogres. Forte en magie, forte en tir. Au corps à corps, on reste de l'ogre, donc on touche pas très bien, mais on a beaucoup d'attaques et on a souvent une bonne force. Et on encaisse plutôt bien, même si on n'a pas beaucoup d'armure. Et donc voilà, donc on est parti sur ça. Moi, j'ai parti sur une liste que m'avait trouvé Moax sur UB, via un autre joueur français, qui jouait notamment un Master Pyro, mais c'était plus dans l'idée de jouer dans une équipe. Là, je l'ai remaniée de façon à ce qu'elle soit idéalement jouable et en équipe et en solo. Donc on a un chaman qui sera notre général, master de la thaumaturgie, avec un Iron Fist qui lui permettra donc d'avoir la parade, c'est surtout pour ça qu'on le prend, la chronophotocratie et le Magical Heirloom. Bon, la thaumaturgie, c'est du dégât à distance et quelques autres petits sorts qui peuvent être bien sympathiques, notamment le Smite Unbeliever, quand vous pouvez descendre l'endurance adverse et que vous avez une liste de tirs, ça commence à être pas mal. Bon, bien sûr, je reviens pas sur tous les sorts de la thaumaturgie, c'est un très bon domaine, plébiscité dans la plupart des cas. Souvent, quand on a une armée qui a accès à la thaumaturgie, on essaie de se caser un master dedans, pas de souci là-dessus. La chronophotocratie, bon, ceux qui me connaissent savent que je suis capable de rater un nombre assez phénoménal. Test de discipline, alors c'est peut-être psychologique comme réflexion, mais j'ai des problèmes avec les tests de discipline. Donc j'ai opté pour avoir un commandement de 9. Alors certes, je vais donner 200 points de plus que d'habitude, donc plus 400 puisque c'est mon général en cas de mort, donc si mon chaman meurt, je donne 945 points, mais il faut bien se rendre compte d'un truc, et c'est Dame Sautois qui me l'avait fait remarquer lors d'une partie d'entraînement, c'est que si je perds mon chaman, c'est que très souvent j'ai perdu déjà la partie depuis un bout de temps, au bout que je suis de toute façon dans la merde, et que je suis pas à 200 points près. Donc en effet, chronophotocratie, 9 de commandement sur les 12 pouces, de la portée du chaman, donc c'est assez cool. Le Magical Heirloom, c'est pour bien sûr avoir Children of Yomi, qui est donc l'héréditaire ogre. Pour rappel, c'est le -1 pour être blessé au corps à corps, qui est très bon. Alors c'est sûr que j'ai une armée qui va pas forcément foncer tout droit, puisque je suis en magie tir, mais les corps à corps vont arriver tôt ou tard, et c'est toujours bien d'avoir ce sort. Ça me permet aussi d'avoir 4 sorts de la thaumaturgie à côté, en ayant le Magical Heirloom, donc voilà. Donc, le Magical Heirloom, c'est un objet quasi auto-include pour les ogres, donc pour d'autres armées, mais surtout pour les ogres qui peinent à avoir 2 magiciens. Donc il est quand même assez sympa cet objet. Un Mammut Hunter qui sera donc Trolliteur, pour rappel ça donne la régénération 4+, et ça nous permet de faire des multiples wounds 2 contre les infanteries larges. Il est leader of the pack, donc ça lui fait un stock de 50, et ça lui permet donc de rejoindre les sabres tous ailleurs en ayant 2 bonus, on verra ça tout à l'heure. Un Iron Fist, Hunting Spear, le Mammoth Eye Cloak, qui lui permet donc de ne pas être blessé
plus facilement que 4+, en gros, c'est pas totalement ça, c'est que c'est la force des attaques contre lui, quelle que soit la source et quelle que soit la phase, ne peuvent pas être de plus de 5. L'adversaire garde son AP évidemment, mais la force est capée à 5. Après, s'il y a un +1 pour blesser, bah finalement, il blessera sur 3+, si on lui descend son endurance, on pourra le blesser plus facilement, etc. Et la Crown of the Wizard King, donc ça c'est Ilbae qui m'a fait remarquer que c'est un très bon objet pour les ogres, et c'est vrai qu'en y réfléchissant, pour 50 points, alors certes, je ne canalise pas puisque je suis apprentice, mais c'est un objet que j'avais pas relu depuis très longtemps. La dernière fois que je l'avais lu, il vous permettait aléatoirement d'avoir le sort numéro 1 d'un des domaines de votre armée. Ça a changé, maintenant c'est un des domaines tout court. Donc en fait, avant de choisir vos sorts, vous lancez un des 10 pour votre Crown of the Wizard King, et ça vous donne le domaine qui va être utilisé par votre nouveau petit magicien. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous verrez le déroulé de la liste, je me suis posé la question, parce que c'est la question qu'il faut se poser quand on utilise cet objet en fait, c'est un ou deux de ces domaines qui est intéressant pour mon armée, est-ce qu'il y en a 4-5, ou est-ce que les 10 peuvent être intéressants? Et là en fait on observe que, à part peut-être l'alchimie qui est situationnelle évidemment, hein, mais c'est le cas de l'alchimie en général, c'est-à-dire qu'il faut forcément tomber sur l'armuré pour que ça devienne intéressant. Là, les 10 sorts, donc les 9 sorts, mettons, sans l'alchimie, sont systématiquement intéressants. Je vais pas les décrire, ce sera un peu trop long, mais vous avez, quoi qu'il arrive, quelque chose d'intéressant, parce qu'il faut pas oublier que le Mammoth Hunter est un personnage qui va choper l'avant-garde, qui a un grand mouvement, qui est amené à être un peu solo et un peu sur les flancs de l'armée adverse, donc il peut très vite être à portée de n'importe quelle cible pour son sort. Il peut, bien qu'en étant en avant, rester à portée de l'armée pour lui donner son sort si jamais son sort est intéressant. Et donc voilà, donc on a quand même des très bons trucs. On a le mouvement de la witchcraft, les bonus divers et variés, et je dirais même que si on tombe sur la thaumaturgie, ben on a quand même le blast qui est très très bien, et ça nous permet, avec notre master, de prendre encore un autre sort, du coup. Ou de doubler le blast de la thaumaturgie, mais rappelez-vous, ce n'est pas un répétable, donc une seule fois par tour, et ça permet d'avoir plusieurs cibles différentes. Donc c'est assez intéressant, je l'ai pas vraiment testé depuis longtemps, cette Crown of the Wizard King, mais j'aime beaucoup le concept. Si j'ai de la chance, je tombe sur Cosmologie, j'aurai plus en aim, notamment quand on a une armée de tir qui tire pas très très bien, mais qui tire beaucoup, ça peut être très sympathique. Et les personnages, on va finir avec le Khan, qui sera la BSB évidemment, Culte Leader pour l'avoir sur 18 pouces, il est armé d'une Breath of Ogre Pistols, donc une paire de pistolets qui tire à 24 pouces, les Viper's Curse qui lui permettent d'avoir 4 tirs qui touchent toujours sur 4+, et qui sont empoisonnés, l'Obsidian Rock et les 2 Aether Icon, c'est le palliatif à mon absence de save spécial sur mon Shaman et sur mon Khan, face au Blast et surtout face au Snipe de la magie. Il y a une RM4, donc ça commence à compter, l'adversaire doit vraiment faire des choix quand il veut utiliser ses sorts, il doit souvent cramer un dé de plus, si ce n'est 2, donc les risques de fiasco supplémentaires, puis moins de sorts lancés, etc. etc. Donc c'est quand même pas mal du tout. En base, on a 8 bruisers, état-major complet avec le Penot of the Great Glass Sky, donc les bruisers, force 6, arme à deux mains, bon. J'ai hésité longtemps, j'hésite toujours hein, avec les Tribesmen, mais on va dire qu'ils sont 8, donc ça fait vraiment beaucoup d'attaques, à grosse force. Et le fait d'être rapide, ça leur donne, donc pas une meilleure projection hein, à la bannière de rapidité, mais ça leur permet d'être plus fiables sur une charge. Vous savez que c'est très important de charger pour l'ogre, alors un peu moins pour le bruiser, puisque quoi qu'il arrive, il va taper après, mais il y a les touches d'impact, donc ça peut être intéressant. On a 8 Sabre-Tooth Tiger, donc une unité spéciale qui devient de base quand elle est prise par au moins 8, qui vont permettre donc d'accueillir le Mammoth Hunter, donc c'est là où je vous parlais du Leader of the Pack tout à l'heure. Le Mammoth Hunter sera considéré à tout point de vue comme une beast pour qu'il y ait d'errance, qu'il y ait d'être ciblable ou non à distance, etc. Pour tout, sauf le piétinement, donc il ne devient pas piétinable. Mais du coup, il a une espèce de tension messière, comme on disait, il peut pas être divisé, même s'il est dans les Sabre-Tooth Tiger. De plus, quand il est dedans, il gagne lui, et il leur donne à eux l'avant-garde, donc on peut vanguarder tout ce petit monde en même temps, ou les séparer pendant l'avant-garde. Et on a aussi le fait que quand ils sont ensemble, l'unité a la Swift Reform, ce qui est très important pour une unité qui va aussi vite. Le Sabre-Tooth Tiger a mouvement 8, donc il est un petit peu réduit que la présence du Mammoth Hunter qui n'avance que de 7, mais quand même, ça reste quand même une bonne projection. C'est du 4 partout, hein, en CC of Def, en force et en endurance, et ça a quand même 3 attaques et 2 points de vie, donc pas de sauvegarde évidemment, mais il faut pas non plus les sous-estimer, hein, ils peuvent balancer pas mal de pain. Et on finit avec mes chouchous, les Scraplings, par 24, que l'état-major complet, donc attention, les Scraplings n'ont pas de champion, mais ils ont un Foreman à la place, qui fait l'équivalent d'un champion, si ce n'est qu'ils ne
permet pas de faire la charge automatique. Par contre, il a commandement 7, contrôle commandement 6 des autres scraplings, et surtout, il fonctionne comme une BSB pour les scraplings uniquement. Donc, j'ai pas de scratapulte, mais j'aurai des scrapling trappers, et donc ça leur permet d'avoir ce commandement, et surtout le commandement pour l'unité et la relance. Ça les rend un peu autonomes. J'aurais mis des boucliers pour éviter de les utiliser comme des archers, parce que quand je les utilisais comme archers, j'avais tendance à les activer un petit peu trop tard pour leur vrai rôle qui est de scorer. Là au moins j'ai une scoring. Si jamais elle me sert pas dans le scénario, elle est dans un coin protégée par les ogres et tout ça. Sinon, elle va faire son petit bout de chemin. Et le cas échéant, c'est un redirecteur, ou alors il va charger de flanc pour apporter le flanc, super flanc, bannière, des rangs, etc., etc. Donc voilà, le scrappling c'est toujours très sympathique dans une armée ogre qui manque cruellement de nombre en fait. On passe au spécial et avec l'unité la plus chère de ma liste, les mercenaires vétérans. Ils seront 6, état-major complet, ils seront accurate poison, et ils ont comme équipement les Breath of Ogre Pistols. Donc ça balance chacun 2 tirs en accurate, donc sur du 4+, quelle que soit la distance, et empoisonné c'est la force 4 AP2. C'est un build qui date de très longtemps, hein, même je crois qu'en V8 ça existait déjà, ce genre de choses. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que au corps à corps, la Breath of Ogre Pistols, donc comme pour notre canne, c'est une paire d'armes. Ce n'est pas juste plus 1 en attaque, hein, c'est vraiment une paire d'armes. Donc ça casse la parade, ça donne plus 1 en CC, ça leur donne quand même à chacun 5 attaques, offensive 5, force 5, AP2, empoisonné, au corps à corps. Donc c'est presque plus puissant au corps à corps qu'au tir, en fait. Pour la blague, le champion, il a 6 attaques, donc il a plus d'attaques que le canne. Mais voilà, donc c'est une unité que j'adore, qui est un peu glace canon, parce qu'elle est qu'à 5 plus de sauvegarde, elle a que 4 d'endurance, donc ça reste de l'ogre, entre guillemets, fragile. Ça aime pas la statue, ça aime pas les tirs gros, donc ça aime pas le tir, en fait. Hein. Ça a pas aimé la plupart des blasts, qui vont avoir soit de la force, soit de la PA, soit les deux, d'où la RM4, hein, évidemment. Et je leur ai donné une Banner of Discipline, toujours ce problème test de discipline que je rate très souvent, donc là je serai à 9 reroll, et je suis immunisé au test de panique. Donc ça m'évite de flancher sur un test de terreur, hein, parce que je rappelle que les ogres qui sont immunisés à la peur ne le sont pas contre la terreur. Ça me permet de ne pas faire de test si j'ai les copains à côté qui se font tuer. Donc je diminue mon nombre de tests et je fiabilise là-haut avec les personnages, les tests en eux-mêmes. Donc voilà, donc normalement, si je rate encore des tests de discipline, bon bah c'était la faute à pas de chance. Un doublé de Knitter, donc les Knitters c'est l'une des unités les plus puissantes à mon sens et au sens de beaucoup de monde du livre d'armée ogre. C'est compliqué, je trouve, de ne pas faire de liste sans au moins un Knitter, parce que, déjà, l'embuscade, ça apporte projection, quelle que soit votre armée, qui est très intéressante. Ça, comme le dit Matt CD souvent, en parlant de la Knitter, justement, ça peut modifier le déploiement de votre adversaire, parce qu'il sait que vous avez l'embuscade, alors quand vous en avez un, bon, peut-être qu'il peut le gérer, 2, ça commence à être compliqué, certains vont jusqu'à en jouer 3, j'avoue que si j'avais eu les points, je l'aurais fait. Là, ça commence vraiment à être compliqué, parce que le Knitter, c'est pas la petite embuscade, c'est vraiment costaud. C'est aussi un potentiel redirecteur si on le met sur table directement, si on le joue pas en embuscade, parce qu'il cavale aussi vite que les autres ogres, mais étant donné qu'il est unbreakable, il peut aller scotcher une unité adverse. Dans un corps à corps compliqué, si vous fuyez, lui il va tenir l'unité adverse qui vous rattrapera pas, ça vous permet de vous rallier et de revenir encore plus fort. Voilà, donc ça a plein de choses, le Knitter, c'est vraiment très très bon. Du 5 de régène, donc ouais, vraiment très très intéressant comme entrée. Les Scrappling Trappers, ils sont 6 parce que j'avais les points, tout simplement, il me restait 8 points, donc j'en ai rajouté un. C'est de la Vanguard, c'est du Scout Vanguard, c'est un peu compliqué à utiliser parce que ça n'a que mouvement 8 en marche forcée, et si on n'est pas à portée du général et ou de la BSB ou du Foreman, on a un tout petit commandement, donc pour les marches forcées c'est un peu compliqué, vu qu'on n'a pas de musicien, quand il y a un musicien en face on a encore -1, donc... mais c'est assez sympa, c'est insignifiant comme tous les Scrappling, donc ça fait de la bonne redirection. Je ne dis pas que c'est mieux qu'un Sabre-Tooth Tiger solo, c'est différent. Voilà. Ils sont surtout là en fait pour couper les avant-gardes adverses, embêter un petit peu et puis poser des pièges. Les pièges c'est très drôle, poser dans n'importe quel type de décor dans lequel vous passez et quel que soit votre mouvement, vous avez une liste de... Je crois qu'il y a tous les mouvements qui existent dans la liste. Même quand vous fuyez, vous pouvez lâcher un piège derrière vous. On peut pas piéger plusieurs fois le décor, hein, mais bon. Si l'ennemi rentre dedans, il fait un test de terrain dangereux. Voilà. Mais c'est pas un test dû au terrain en lui-même, donc le Strider ne fonctionne pas par exemple. Donc c'est quand même sympa, moi ça m'a déjà permis de tuer quelques adversaires quand ils charge, il y a des choses à faire avec, on peut faire des petits pièges de niveau 1 voire de niveau 2, donc c'est sympa, le seul problème c'est le mouvement. Et c'est pour ça que si jamais votre Mammoth Hunter chope la Witchcraft, ça commence à être un peu plus sympa.
Et on avait dit que c'était une liste de tir, on en a déjà vu un petit peu, voilà la suite et la fin, avec les bombardiers qui sont par 6, le champion musicien. Le champion, vous remarquez qu'il y a pas mal de champions dans l'armée, ça permet d'utiliser agréablement le souffle de la thaumaturgie, et ça permet de lancer des défis, hein, mais voilà. Donc les bombardiers sont pas là pour aller au corps à corps, ça peut être une unité de backup pour les personnages, sans empêcher les bruiseurs d'attaquer. Bon, ils tirent moyennement, mais après, il faut être chanceux. Après, vous voyez, hein, c'est une liste qui est très sur l'aléatoire. Pour un ogre, on a les bombardiers, la thaumaturgie, la Crown of the Wizard King, tout ça, c'est des choses aléatoires. Et puis, comme toute armée de tir magie, les 2 premiers tours sont très importants. Hein. Si vous ratez vos 2 premières phases de tir, les corps à corps risquent d'être compliqués. Mais vous êtes un ogre, hein, donc il y a moyen de faire quelque chose. Les bombardiers par 6 sont plus chers que 2 x 3 bombardiers pour le même nombre de tirs. Et c'est vrai que 2 x 3 bombardiers, ça peut devenir du redirecteur, ça fait scoring de plus, donc ça peut vous rendre plus fort sur certains scénarios à part flag, mais j'ai un peu de mal à les jouer. Je les ai testés par 3, en 2 x 3, et j'ai préféré en 1 x 6. Je dis pas que c'est mieux, je dis que moi je joue mieux avec. Je pense sincèrement que les 2 x 3 sont bien meilleurs. Ça prend moins de place, et pour tout ce qu'on a dit avant, et pour d'autres choses. Mais voilà, moi je me sens pas pour le moment de les jouer comme ça, donc je préfère les jouer par 6. Ils peuvent encaisser quelques cacs, des petits cacs, mais ça reste 6 ogres, hein, quand même. Donc ça c'est assez sympa. Et on finit avec un Thunder Cannon pour 320 points. Notre ancien bout de fer en feu V8, donc c'est un char un peu lent, pas trop comme ça, mais c'est surtout que c'est un canon qui bouge. Donc c'est un canon qui permet de gérer pas mal de match-up. Des match-up qui peuvent être pas spécialement compliqués, mais disons que ça force l'ennemi à soit prendre des risques, mais vraiment des gros risques, en sortant ces grosses bêtes, soit en les cachant. Et s'il les cache, vous pouvez tirer sur le reste de l'armée en attendant, et dès qu'il les sort, le canon se met en marche. Et si jamais il les cache pas très bien, le canon peut bouger et essayer de les attraper. Dans le duel de machines de guerre, c'est toujours intéressant d'avoir un canon de son côté, surtout quand vous avez des blasts qui vont un peu loin, et que vous avez 2 kiniteurs qui peuvent débarrouler dès le tour 2. Donc c'est une option que j'apprécie. Le Thunder Cannon, c'est toujours mieux, bien d'en avoir 2. Cette liste peut être remaniée de différentes façons, il y a plein de choses pour la changer. Pour l'instant, c'est la mouture que je joue, sur laquelle je me suis fixé, que j'aime beaucoup. Après, on va voir. En tout cas, je me sens bien quand je la joue et je l'aime bien. J'aime bien ces mécanismes. Elle est intéressante, je trouve, à jouer, j'espère à affronter. Et donc, on va voir ce que j'en fais pendant ce tournoi, sachant que je suis défié en première ronde par mon ami Cheveux, qui va venir en Warrior of Dark God avec une armée magnifique, et j'espère que je vais pas foirer les photos. Donc, je vous dis à très bientôt pour la première partie de Last Guard Summer Bash 2020. J'espère que ça vous aura plu, que le hobby soit avec vous.